Alors, comment dire? Au départ, cette vidéo devait être une critique avec spoiler du film Transformers le commencement, qui ferait suite à celle que j'ai publiée en septembre, mais depuis qu'il est sorti sur le territoire français en octobre, globalement tous les avis sont tombés, et d'ailleurs ils sont positifs, ce qui fait honnêtement plaisir, mais voilà, je ne pense pas honnêtement que j'aurais apporté une plus-value. En revanche, ce que je peux faire en tant que fan de la licence, c'est parler de mon avis sur l'adaptation même qui en a été faite, et surtout vous parler de mes scènes préférées et de pourquoi je considère que justement ce film-là est une très bonne référence et surtout une excellente porte d'entrée à la licence dans sa globalité. Donc, pour faire simple, je vais prendre 5 scènes du film, je vais les analyser et vous dire pourquoi je pense que ce film compile très bien les 40 ans d'histoire de Transformers. Sur ce, on commence tout de suite. Et on démarre très fort avec une scène qui a été pas mal mise en avant dans les bandes annonces et qui a carrément eu droit à une sous-gamme parmi les jouets du film, la course des 5000 de Yacon. En termes d'histoire, elle ne raconte pas grand-chose, mais pour nous expliquer le lore dans sa globalité et des références, c'est juste génial. Outre l'aspect des références, dont d'ailleurs celle de Mirage à laquelle j'ai déjà dédié une vidéo sur mon Instagram et mon TikTok, cette scène est juste un petit bijou d'exposition. Et elle est quand même très intéressante à analyser une fois qu'on a vu le film dans sa globalité. Car pour le contexte, la course est organisée, ou en tout cas cette édition spécifiquement, une fois que Sentinel Prime et ses troupes sont revenus de la surface, pour se consoler, disons, du fait qu'il n'a pas réussi à retrouver la matrice. En même temps, tu m'étonnes qu'il ne l'a pas trouvée. Et cette scène, justement, montre un sous-texte politique quand même très intéressant. On est clairement dans un coup du « le peuple veut du pain et des jeux ». Et en l'occurrence, les jeux, ils sont plus que présents. Et en disent beaucoup, je trouve, sur la société cybertronienne. Ne serait-ce que le fait que lorsque Orion et D16 participent à la course, le fait de voir des mineurs dans cette scène est juste invraisemblable pour absolument tout le monde, montre la considération et l'existence quand même des classes sociales dans le peuple cybertronien, et c'est fait quand même de façon implicite. Bien évidemment, on a droit à des dizaines de blagues sur les mineurs, tant en VO que en VF, et ça, bon, voilà, hein, que voulez-vous, Transformers a toujours été une licence qui a été propice à ce genre d'humour, mais bon, disons que des fois c'était plus ou moins bienvenu. Là, pour le coup, disons que ça ne choque pas parce que c'est pas le film en lui-même qui fait la blague. Mais voilà, rien que sur ce plan-là, je trouve que la scène est très intéressante. Mais en plus de toute l'exposition, la scène est une très belle occasion, je trouve, de développer la relation entre Orion et D16, avec d'ailleurs une interaction extrêmement touchante avant le départ de la course, qui se transforme, une fois que cette dernière a commencé, en une sorte de « je t'aime moi non plus », avec un très bon foreshadowing qui a été relevé dès les premières bandes annonces. Comme quoi, même ce genre de petite phrase fait de l'effet, surtout quand ça vient de D16, on va pas se mentir. Et à la 4ème position, alors ça m'a étonné de la mettre si haut dans le classement car elle est relativement courte et n'a pas tant d'impact que ça dans le récit, mais que voulez-vous? La petite scène d'interaction entre Sentinel Prime et Alpha Trion. Outre le fait que ça soit la seule confrontation entre les deux personnages, qui se solde malheureusement par la mort de Trion, cette scène est très belle je trouve pour le plan purement visuel, car certes elle ne va pas chercher bien loin pour ce qui est des décors, mais en termes de mise en scène, elle est terriblement efficace. Rien que le plan, qui a beaucoup été repris d'ailleurs, de l'épée sous la gorge de Trion avec le reflet de Sentinelle dessus, c'est juste très beau d'un point de vue purement cinématographique. Ça montre le côté rusé et surtout dérangé de Sentinelle. Le fait qu'on ne le voit pas, on ne voit qu'un reflet. Un reflet qui en plus n'est même pas droit par rapport à la caméra, il est débulé. Et de même pour le visage de Trion, qui ne peut même pas se tenir droit et regarder Sentinelle clairement dans les yeux. Si on voyait la scène du point de vue de Trion, Sentinelle serait en contre-plongée car il a l'ascendant sur lui, sur toute la scène. Et elle se termine par, tout simplement, une mort extrêmement brutale lorsque Sentinelle abat de sang froid un Trion, qui est sans doute l'une des morts les plus violentes du film. Et d'ailleurs, cette séquence dans son ensemble a beaucoup été reprise sur les réseaux sociaux pour comparer le personnage de Sentinelle au protecteur de la série The Boys. Alors, les deux personnages sont très différents à plus d'un égard, certes, mais on peut pas nier effectivement que les ressemblances sont là, et qu'elles soient volontaires ou pas. Et ça montre d'une certaine façon que les studios osent quand même aller relativement loin dans un film qui, de prime abord, pourrait donner l'impression d'être adressé à un public très jeune. Donc cette prise de risque est quand même fort agréable, car ça montre que Transformers peut avoir plusieurs niveaux de violence, sans non plus tomber dans du gore bête et méchant comme ça pourrait être le cas pour d'autres licences. Là, on a un antagoniste juste très bien dosé, et qui s'inclut dans un film bien écrit et une très belle séquence. Et à la 3ème position, la scène de la révélation d'Alpha Trion sur la trahison de Sentinel Prime et la disparition de la matrice du commandement.
Cette scène est un pivot dans le film, non seulement car elle fait intervenir le plot twist, mais également car elle est, à mon sens, très intéressante pour développer la réflexion sur les personnages une fois qu'ils ont appris la vérité sur le système dans lequel ils ont toujours vécu. Déjà, le tour de force du flashback, c'est qu'il n'est pas là pour nous apprendre ce qui va se passer, puisque la révélation a été faite au préalable, mais justement, on va ici vouloir fuir la vérité, car on ne veut pas la voir dans les yeux, et malheureusement, elle arrivera inévitablement, d'autant plus qu'elle intervient avec une brutalité qui ne laisse pas indifférent. Et de manière générale, le fait que ce flashback soit fait avec des particules manipulées par Alpha Trion donne un entre-deux assez particulier entre la présence de la matière et finalement l'absence des événements qui se passent sous nos yeux. C'est notamment visible lorsque la matrice se désagrège. Le travail visuel et sonore donnerait presque l'illusion qu'elle est là pendant au moins un fragment de seconde, et au final, l'illusion finit par tomber comme une enclume, de la même manière que la vérité a troublé nos héros, et en blessera certains à vie, et on pensera bien évidemment dans ce cas-là à D16, qui va commencer ici son escalade de la violence. D'ailleurs, là aussi sur le plan purement visuel, si on remarque bien les petits détails, il faut savoir que D16, tout au long du film, va voir ses yeux changer de couleur, allant du jaune au orange, puis au rouge. Et c'est là justement, à partir de ce moment, que ses yeux vont commencer à s'assombrir. Et donc c'est là que naît véritablement le personnage de Mégatron. En deuxième position, alors je triche un peu car j'inclus plusieurs séquences en une seule, mais bon, ça paraît je pense indispensable de toutes les réunir. La charge de la garde d'élite sur Yacon. Déjà, je commencerai par la séquence entre les mineurs et Orion Pax. C'est une scène qui, même si elle ne va pas chercher bien loin en termes de décor ou même de personnages, est juste très belle. Le fait que Orion soit perçu limite comme une sorte de Jésus finalement parmi les mineurs, puisqu'il y a cette idée de réincarnation passant d'un mineur parmi tant d'autres qui, même s'il se faisait remarquer, était au final bloqué dans cette condition à quelqu'un qui s'en est affranchi. Et d'ailleurs, je pense que le fait qu'il soit nettement plus grand que les autres mineurs à ce moment-là jouait également énormément sur cette scène, car la puissance du personnage passe non seulement par les mots, mais également par l'image qu'il donne. Et le discours qu'il fait est sans doute, je pense, l'un des meilleurs de la licence, en tout cas parmi les discours venant d'Optimus Prime à ceux qui seront ses futures troupes. Et dans la deuxième partie, je mentionne bien évidemment l'arrivée du train détourné par Elita, Shockwave et Soundwave, avec, et ça c'est vraiment mon côté fan qui intervient, la petite référence du eject de Soundwave lorsqu'il parle de la garde d'élite, qui fait une sorte de débarquement finalement, mais qui en termes de mise en scène est très bon, car on a vraiment l'impression que tout s'accélère à ce moment-là. Dès lors que les soldats entrent dans le champ de bataille et que les mineurs arrivent avec les équipements qu'ils ont sous la main, le combat s'engage et il ne s'arrêtera pas tant que la justice ne sera pas rendue. Bien évidemment. Eh oui, enfin. Alors, pour celle-là, je vais être un peu moins scripté parce que pour le coup, c'est vraiment plus le ressenti qui va parler. Donc, excusez-moi si je bégaye un peu plus ou que je cafouille, bafouille pendant cette séquence-là, mais le climax de ce film est sans doute, et je pèse mes mots, le meilleur de toute la saga Transformers. Et je sais ce que ça implique. Je dirais même que c'est potentiellement l'une des plus belles séquences de toute l'histoire de la licence. Le parallèle entre Orion et D16 avec d'un côté D16 qui, bien qu'il semble s'élever, ne fait finalement que sombrer dans sa folie et sa rage, et d'un autre côté Orion qui embrasse la lumière lorsqu'il est au fond des ténèbres. Cette séquence est juste sublime et elle est amplifiée par la musique, donc The Fall, qui est l'une des meilleures là aussi de la saga, et je sais ce que ça implique parce que Transformers a toujours eu parmi ses qualités majeures au cinéma la musique, et là, certes c'est une reprise très forte du thème de la mort d'Optimus dans le film de 86, mais là aussi ça marche excellemment bien. De toute façon, dites-vous que pour ce qui est des reprises et des références dans ce film, c'est toujours bien amené, et là ça en est l'exemple type. D'ailleurs, la musique porte quasiment toute la scène à elle seule, car on peut remarquer qu'il n'y a pas de réel dialogue, à part quelques phrases de Alpha Trion et de D16, la scène est silencieuse, et ça se comprend. La musique ici est véritablement ce qui va porter l'émotion, et va nous impliquer, nous, en tant que spectateurs, car on va être stupéfait devant la rage de Mégatron, et avoir le visage qui s'éclaircit lorsque l'on voit Optimus surgir depuis le sol de Cybertron. Cette séquence est donc, comme je l'ai dit, pour moi la meilleure de tout le film,
car c'est celle qui est la plus représentative finalement de ce que devrait être la licence Transformers. C'est des moments forts, mais qui arrivent à être épiques. C'est-à-dire qu'on ne fait pas que dans le terre-à-terre, il y a une part de spectaculaire qui est indéniable là-dedans. Et rien que pour ça, elle mérite la première place. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez que l'on parle du film un peu plus en profondeur, on peut en parler sur les réseaux sociaux que sont Twitter, Instagram et TikTok, qui sont ceux sur lesquels je suis très actif, mais également sur les serveurs Discord de l'Arche et de Transformers.fr, où je pense qu'on sera tous ravis de vous voir pour parler de la licence dans sa globalité. Et moi je vous dis à la prochaine pour reparler de Transformers, car dans cet univers, il y a toujours plus que les apparences.